Piémont du Haut-Atlas. La vallée s'étale, frémissante en une vaste apparition. Terre d'où jaillit la parole et que transforme le geste. Lieu de confluence, terre humanisée. Dans ce monde apparemment ouvert et rationnel, coexistent deux systèmes d'exploitation et de production. Les travaux et les jours, cycle après cycle. La terre fixée, organisée selon les lois établies. L'eau des fontes, assez abondante, permet à l'homme de la plaine d'irriguer sans difficulté la terre. Un espace démesuré et un damier de petites exploitations vivrières. Mais qu'on remonte pour aborder les premiers contreforts montagneux, l'espace s'atrophie. Les accès difficiles rendent aléatoire toute ouverture vers le monde extérieur. Architecture étriquée, accrochée au vertige. L'avarice des éléments, l'isolement de cette vie extradiée de tout circuit de communication ou d'échange impose une organisation collective. L'effort de l'homme est conditionné par l'élément rare, l'ingrédient miraculeux qui s'égoutte en sourdine, sporadique. Miracle accourant des greniers du ciel, dévalant d'entre les pics et la rocaille pour ébranler tout ce qui, sur terre, vit. L'eau, la plus ancienne des forces brutes, dispensatrice immémoriale magnétisant l'homme, force éternelle que l'instinct domestique canalise, retourne contre la hantise et la faim. Vieil instinct dictant les institutions humaines, élaborant des lois, non artificielles ou oppressives, mais en fonction d'une nécessité vitale. Combat quotidien de l'homme pour survivre. Parcelles, microcosmes exploités intensivement. Dans cette économie fermée, les produits de l'arboriculture et de l'élevage sont les rares éléments qui permettent un échange avec le monde extérieur. Eau, magnétisant hommes et bêtes. Ni expression artistique, ni produit de luxe. Tissage, comme travail du bois, couvre uniquement les besoins domestiques, utilitaires. Au jour le jour, manger, se vêtir, course contre les saisons.
Meule infatigable, dit la poétesse, pierre active, poudrée de farine vénérée, pierre chantante dans l'ombre des aubes. Et toi, fuseau, tourne, tourne, blanche toison, enroule-toi pour le bien des gens de la maison. Voix des vivants et des morts. Exorcisme de la terre, de l'eau. Exorcisme pour activer les noces des éléments. Après la fonte des neiges, l'eau dégringole en cascade torrentielle jusqu'au dernier contrefort pour se scinder en deux courants. Miracle renouvelé. Nappe magnétique en fuite. Aux abords de l'été, le courant commence à s'amenuiser. Auparavant, l'eau devenait à cette période objet de convoitise entre les populations riveraines, ce qui créait un état perpétuel de tension et de belligérance. La rive droite, favorisée géographiquement, recueille alors la plus grande partie de l'eau. La rive gauche, en pente très raide, est la plus affectée, la plus exposée aux méfaits des torrents qui endommagent, lors des crues, les canaux et installations de retenue. Mais ici, l'homme n'accepte plus cette inégalité de fait. Il entend imposer ses propres lois. Il ne s'agit pas seulement de surmonter le désordre, mais aussi de capter, d'exploiter au maximum l'eau, ce qui permettra d'effectuer 2 cultures par an. Dès l'approche du solstice d'été, l'événement se prépare. On commence par écurer un bassin de retenue afin d'emmagasiner l'eau au cours de la nuit. Collusion de toutes les énergies, force motrice collective, système de roulement par village. On procède ensuite au nettoyage et à la restauration des séguias. L'eau sera ainsi récupérée sans que le moindre filet ne se perde. Aménagement, enfin, d'un pont de détournement qui permettra d'acheminer la moitié de l'eau de la rive droite à la rive gauche. Mêlée de forces conjuguées, ingéniosité primaire ayant su élaborer ses propres techniques sans avoir recours au monde extérieur et lointain. Par la force des choses, moyens appropriés aux réalités. Jour du partage, fête de l'eau, de la paix retrouvée, jour de renouvellement d'un pacte ancestralement scellé. Forces et espoirs conjugués, mains et corps fraternisants.
Dernier préparatif. On aménage maintenant une dénivellation pour adoucir la pente, atténuer ainsi la puissance de l'eau lorsqu'elle se présentera à la pierre du partage. Étalon de fortune, comme un organe de distribution à 2 artères. On dit qu'au temps lointain des frondes et des javelots, on dit qu'en ce lieu un jeune homme voulut détourner l'eau au profit de son village. On dit qu'une flèche meurtrière transperça son corps. On dit que de son corps surgirent 2 rigoles de sang, 2 canaux pour le futur, Sin Agafay. Et de la légende, les hommes firent un code. Faisant taire la haine, ils sont parvenus à une solution qui fait cesser l'inégalité absurde imposée par la nature. Système ingénieux et équitable de partage. Les représentants des 2 populations se rencontrent à la source, d'où divergent les 2 courants. Ils obstruent le cours de la rive gauche pour que toute l'eau se dirige vers la rive droite, où se situe le lieu de cette redistribution. Force maîtrisée qui fuit, mais à travers l'itinéraire fixé par l'homme. Exorcisme de la terre, de l'eau. Exorcisme pour activer les noces des éléments. L'eau parvient enfin au niveau de la pierre. Pierre témoin, roc d'équilibre, terrible balance de justice, Sin Agafay. La fraude est conspuée, la malédiction appelée sur ceux qui seraient encore tentés de briser un ordre qui a coûté tant de sacrifices. On dit qu'au temps lointain des frondes et des javelots, pour toute l'assistance, l'événement du partage n'est pas un spectacle gratuit ou une occasion de recrudescence folklorique. Cérémonie de contrôle occulte, véritable rite d'assentiment pour redonner vigueur au pacte collectif, renouant l'ordre du monde. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Libérée, l'eau va emprunter le réseau des Séguias, inextricable circulation capillaire qui sèmera la vie sur son passage. La part d'eau des paysans de la rive gauche emprunte le pont de détournement pour parvenir à sa destination. La totalité de l'eau disponible est désormais utilisée sans la moindre perte. L'homme arrive à remettre en question
sa contraignante condition. Il a finalement triomphé de l'hostilité de son contexte physique et de son propre orgueil. Eau, dispensatrice immémoriale, magnétisme fructifié. Et la terre s'ouvre, s'abandonne, ruisselante de germes. Le plus vieil accouplement cosmogonique. Noces de mottes et de nappes, terre de racines ancestrales. Les travaux vont être interrompus. On s'apprête à emmagasiner l'eau pour la nuit. Que l'eau jaillisse pour eux seuls, dit la poétesse. L'eau qui redonnera la vie au sol, l'eau qui irriguera la terre abandonnée, l'eau qu'accueillera le grand bassin des ancêtres. Le cycle reprend. Duel qui n'en finira pas de propulser les muscles, de refouler l'angoisse, de rythmer les saisons, de contagier les astres, qui n'en finira pas de saturer le temps, de remplir l'espace d'hymnes et d'invocations. Ainsi, une société isolée, en proie à l'hostilité des éléments, a réussi par son génie créateur, par son pragmatisme, à élaborer des lois et des techniques en fonction de son milieu, sans aucune contrainte. Maître des monts, de la neige et de l'eau, invoque la poétesse, rendez-nous la mer de fécondité, génératrice de toute abondance. Ensemble, nous récitons la prière de l'eau, de toute ferveur de gens infortunés. Mais c'est un souffle organique, connu, qui traverse la terre, souffle qui la secoue pour lui arracher la vie, celui de l'homme. Pierre témoin, terrible balance de justice, Sin Agafay.